Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Christelle Lamère-Nyambi pour notre entretien de la Fondation Félix Mutombo Kendi. Donc, Christelle, en quelques mots, en plusieurs mots, il est politologue, consultant, directeur général de l'association Imago Dei et aussi intervenant pour le podcast, très intéressant podcast Sagesse et Morito. Christelle, vraiment, tu es le bienvenu. Merci, salut Mike, merci de m'accueillir. Donc, juste avant de commencer, juste un petit mot par rapport à la fondation Félix Mutombo Mukendi. Donc, la fondation a été créée en l'honneur du professeur et théologien du même nom. L'objectif principal de la fondation est de sensibiliser le chrétien sur son rôle dans la société, sur son positionnement sur les questions politiques, socio-économiques, et tout ça au travers de la théologie politique. C'est pas un gros mot théologie politique. C'est vraiment utiliser cette théologie politique pour édifier le chrétien et on aime à dire pour le transformer, pour transformer la cité. Donc, quand on parle de théologie politique, ça peut être quelque chose aussi simple que accueillir un expert comme Christelle et discuter d'une perspective chrétienne sur plusieurs questions politiques. Donc, sans plus tarder, Christelle, je vais te laisser nous parler un peu plus de toi, de ton expérience, ton parcours, et la parole est à toi. Merci Mike, et puis je salue les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Alors, quand tu m'as demandé de me présenter en quelques mots, je me suis dit, oh là là, c'est difficile de résumer à quelques mots l'entièreté d'une personne, mais il y a quelques éléments peut-être que je peux mettre en avant, en fait, des éléments que tu as cités. Tu m'as présenté comme politologue. Un politologue, donc, il y a une formation en sciences politiques, c'est mon background. J'ai étudié ça en Belgique, donc j'ai grandi à Bruxelles et je suis de nationalité belge, d'origine du Cameroun, où je suis né. Je me suis spécialisé dans les études du développement, les études européennes, en fait les relations internationales. Donc c'est un petit peu mon arrière-plan académique. Je suis actuellement consultant indépendant en ce qu'on appelle l'engagement du public, c'est-à-dire comment est-ce que des associations, des individus ou des structures peuvent, qui ont en fait une cause à promouvoir, peuvent développer des activités pour exprimer cette cause, rejoindre le public, essayer de sensibiliser un public, influencer un public, se faire connaître auprès d'un public, etc., par toutes sortes d'activités, qui soient éducatives, médiatiques ou autres. C'est beaucoup ce que je fais, en même temps du travail, un peu de conseil en analyse de politique publique, surtout sur les questions internationales et européennes. Euh, En tant que consultant, je travaille pour, bon, j'ai divers clients et une organisation principale pour laquelle je travaille en ce moment s'appelle Imago Dei. Ça s'écrit comme ça se prononce, donc Imagodei, qui est une expression latine qui vient directement en fait du livre de la Genèse dans la Bible, lorsque dans le chapitre 1, il est écrit que Dieu crée l'homme et la femme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Donc Imago Dei signifie à l'image de Dieu. Et donc c'est une association francophone et internationale qui essaie en fait d'aider, d'outiller les professionnels chrétiens, les chrétiens qui sont dans la vie active, à euh, euh, aborder leur travail ou leur industrie d'un point de vue biblique, mais aussi de l'autre côté à les propulser, les soutenir pour qu'ils puissent être des ambassadeurs en fait d'une perspective chrétienne, un regard chrétien sur des sujets spécifiques qui ont trait à leur profession. Donc, on a des communautés qui travaillent dans la mode ou les arts, dans la politique et d'autres domaines. Et donc, voilà, je j'offre mes services au sein de cette association-là. Et un des projets spécifiques, c'est le podcast Sagesse et Morito, dans lequel j'interviens avec deux amis très chers. Et on est donc une équipe de quatre. On vient de lancer notre 6e saison. Voilà
Voilà, sinon je suis marié, j'ai un petit enfant, j'habite en Allemagne et on habite à Troyes dans la ville de Düsseldorf pour le moment, euh, avec notre petit garçon Adam qui va bientôt fêter son premier anniversaire. Ok, merci. Et je pense que ça donne un peu une bonne image de qui tu es. Et puis là, maintenant, on peut vraiment rentrer un peu dans le vif du sujet parce que je fais mes devoirs, j'ai creusé un peu dans ce que tu as fait, ton Oh, expérience. Et t'inquiète pas. Et, et par rapport à ça, il y a quelque chose dans ton parcours qui m'a vraiment intéressé, c'est que j'ai vu que tu as travaillé pour l'Alliance évangélique européenne. Donc, est-ce oui. que tu peux nous en dire un peu plus qu'est cette alliance et aussi un peu Mhm. ton travail, ton rôle? Est-ce que tu as travaillé là, je pense, près d'une dizaine d'années? Oui, j'ai travaillé là une douzaine d'années, oui. Donc l'Alliance évangélique européenne est un mouvement qui est né au milieu du 19e siècle en Europe et qui a eu pour vision de rassembler des chrétiens protestants de diverses orientations en termes de type d'église et de tradition théologique. Ça s'est fait à une époque où il y a eu en fait beaucoup de réveils spirituels à travers l'Europe. Du travail de témoignage et d'annonce de l'Évangile a fait qu'il y a beaucoup de nouvelles communautés chrétiennes qui sont nées. Et donc, ces gens se sont mis ensemble et se sont posé la question, ben, quel témoignage est-ce qu'on voudrait avoir ensemble dans la société? Parce qu'ils étaient convaincus de cette idée biblique, en fait, qui est que les chrétiennes et chrétiens sont censés avoir une marque, un impact, une présence publique dans la société, que l'évangile est un message qui a une portée publique. Et donc, euh, qu'il fallait que les chrétiens puissent se prier ensemble. C'est la plus ancienne alliance ou organisation qui rassemble des églises différentes au monde. Euh, donc, prier ensemble, se poser les questions de quel est le sens de notre présence dans la société, se faire connaître aux autorités et aussi poursuivre des valeurs bibliques dans la politique publique, etc. Donc, voilà un peu comment ça a commencé. Et puis, voilà, donc ça a continué. Et c'est une association qui a donc notamment un bureau à Bruxelles où j'ai travaillé. Tu as mentionné se faire connaître aux autorités. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un rôle, comme on peut le définir aujourd'hui, de lobby? Par lobby, j'entends euh, groupes d'intérêts, certains Oui, groupes qui ont des intérêts spécifiques, particuliers, et qui tentent d'une manière ou d'une autre d'influencer certains preneurs de décision. oui. Est-ce qu'on pourrait inscrire cette alliance dans le même carcan ou l'approche est différente? Alors, je répondrais oui et non. Non dans le sens où l'Alliance évangélique européenne a d'abord été un effort pour rassembler et donner une représentation aux chrétiens, aux protestants évangéliques. Euh, oui, dans le sens où effectivement, elle forme un groupe d'intérêt puisqu'elle représente, bon, en Europe, c'est à peu près 25 millions de personnes maintenant, de citoyens voilà, qui méritent à ce que leur voix soit représentée et leurs intérêts aussi. Et donc, on pourra revenir sur cette idée de lobby, mais tu as utilisé l'expression groupe d'intérêt, effectivement. L'Alliance évangélique européenne joue ce rôle de groupe d'intérêt pour représenter l'opinion et les intérêts et les valeurs des chrétiennes et des chrétiens en, en Europe dans ce cas-ci. Ouais. Et c'est vrai que bon, parfois, le lobby, c'est un peu cette connotation négative, on va tel lobby contrôler telle chose. C'est ça. Mais ici, de manière, bon, comme tu dis, on parle de 25 millions de personnes, euh, je veux dire, ton travail, pas dire de tous les jours, mais en termes de mission, ce dont toi tu étais chargé, et puis certains
projets que tu as pu faire qui gravitaient de manière autour des institutions européennes. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, mon titre, c'était représentant de l'Alliance évangélique européenne à Bruxelles. Et donc, ma responsabilité était véritablement de représenter ces 25 millions de personnes auprès de décideurs dans les institutions européennes, mais aussi de d'autres mouvements, associations, organisations, individus, diplomates euh, présents dans la ville de Bruxelles, qui a une ville très importante en ce qui concerne les relations internationales et la politique internationale. Donc, il y avait de mon côté une dimension de représentation de ce qui, dans notre jargon, on appelle toujours, même si je ne suis plus directeur du bureau, mais on appelle ça en anglais relationship building, qui veut dire le fait de tisser des relations. Et, et c'est une belle façon, je pense, de représenter la philosophie de ce qu'on appelle le lobbying, inspiré par la Bible, parce que le, la question principale, euh, et là je commence à gratter la question de la politique, hein. Je pense que la question principale qui, qu'aborde la Bible lorsqu'il s'agit d'activités dans la civique et politique, c'est celle de la qualité des relations. Euh, Jésus, lorsqu'on lui demande quel est le commandement le plus important de la Torah, de l'Ancien Testament, il parle du fait d'aimer Dieu de tout son être et parle du fait d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est la traduction, je dirais, laïque de ce que c'est que aimer son prochain, c'est entretenir de bonnes relations, en fait, avec son prochain. Donc, vouloir du bien, euh, choyer ces relations qu'on a avec d'autres personnes. Et donc, voilà ce que l'Alliance évangélique essayait de faire, et ce que moi j'essayais de faire, c'était d'entretenir de bonnes relations, de relations de qualité, avec des décideurs euh, et représenter les intérêts des protestants évangéliques dans une variété de thématiques, que ça aille des droits de l'homme, la liberté religieuse en particulier, en Europe et à l'international, aux questions environnementales, aux questions migratoires, dont la migration et l'asile, ou encore euh, des enjeux de développement et d'éthique économique. Donc, tout ça sont des sujets dont l'Union européenne a la compétence et dans lesquels on essayait de faire entendre une voix chrétienne. Ok. Donc, j'ai bien aimé quand tu parles de tisser des relations. Maintenant, je veux pousser un peu. Quelle est la limite, la frontière entre le fait de tisser des relations et de bonnes relations et vraiment l'influence? Mhm, Comme on sait, qui n'est pas forcément négative, encore une fois, mhm, parce que on voit souvent, bon, on parle de certains lobbies puissants, lobbies pharmaceutiques, lobbies tels, enfin, il y a toutes sortes de groupes d'intérêt, seulement lobby, et ils ont certaines approches. Certains, ils vont dire, voilà, moi, je peux t'offrir ça, donc fais passer telle chose, telle chose. Parce que ça peut être des intérêts électoraux, financiers qu'on peut donner, entre guillemets, en échange. Je dis pas ouais, que c'est un guide de tous les groupes de pression, mais c'est des choses qui existent. De ouais. ton point de vue, par rapport à l'Alliance évangélique chrétienne ou peut-être d'autres organisations chrétiennes que tu as pu voir graviter autour des institutions politiques, est-ce que tu vois vraiment une approche différente comparée à d'autres groupes sur des thématiques totalement différentes, qui sont pas forcément mal, la manière dont ils le Ouais. font, et puis, ouais. Oui. Alors, donc tu as utilisé le mot influence. Et comme tu l'as dit, je pense que l'influence en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, Toute la question est la question de quel objectif on recherche, de quels moyens on emploie et de quelle motivation on a. Si la motivation, c'est de représenter des valeurs et les intérêts de personnes
qu'il est légitime de représenter, déjà la motivation est bonne. Donc si tu pars d'une motivation qui est un peu questionnable, c'est déjà problématique. Et puis ensuite, il y a les moyens que tu utilises. Et pour ça, il faut dire qu'il y a l'Union européenne, en tout cas, à la différence des États-Unis, enfin, c'est pas complètement différent, mais quand même, l'Union européenne insiste beaucoup et énormément sur la transparence. C'est-à-dire que il faut pouvoir assumer en public, c'est très protestant ça comme idée d'ailleurs, il faut pouvoir assumer en public des méthodes qu'on utilise en privé. Et donc, ça oblige en fait des lobbyistes à réfléchir aux méthodes qu'ils emploient, parce qu'on peut influencer quelqu'un par de la corruption, c'est possible aussi, c'est-à-dire en lui proposant de l'argent ou en essayant euh, de rendre ma cause intéressante auprès de la personne que je veux influencer en augmentant artificiellement l'intérêt. C'est-à-dire, ben, ouais, si tu votes dans ce sens-là, ben, ça va aller bien pour tes électeurs, ou on va pas bien parler de toi dans ta circonscription, ou pire encore, si tu fais ce qu'on te dit, ben, tu auras des parts de notre entreprise ou ton entreprise sera favorisée ou l'entreprise de quelqu'un que tu connais. Donc tout ça sont des méthodes qui sont pas vraiment acceptables, en tout cas dans les standards européens. Et puis, la troisième chose, c'est le but qui est recherché. Si le but de mon opération de lobbying est purement euh, individuel, là, c'est pas illégal pour, je sais pas, l'entreprise X dans l'industrie du tabac de essayer de limiter les restrictions à l'égard de la vente du tabac en Europe. C'est, c'est leur intérêt et ils peuvent en parler, mais si ce qu'ils font ne font que leur bénéficier à eux, ben, pour moi, il y a un problème parce que ça, de nouveau, on touche à une doctrine euh, biblique chrétienne, aussi assez protestante, qui veut dire que l'État et la classe politique, elle reçoit de Dieu une mission d'exercer la justice publique. Et donc, si les gens qui forment cette communauté qui est l'État ou la communauté politique, euh, travaillent pour le bénéfice de certaines personnes et au détriment d'autres personnes, c'est injuste et donc c'est pas acceptable. Donc, il y a vraiment une éthique. Le lobbying, certes, c'est souvent utilisé dans un langage péjoratif pour dire il y a le lobby de ceci et le lobby de cela. Ce sont des choses qui existent, donc il y a une raison pour laquelle c'est péjoratif. Euh, mais il y a une éthique aussi, donc on peut faire du bon lobbying. D'ailleurs, officiellement, au sein de l'Union européenne, on parle de représentation d'intérêt et pas de lobbying. Hein, le Et, mot lobbying, ça vient du mot anglais lobby, oui, donc oui. le couloir, et Ils donc c'est des attendaient les histoires de... décideurs dans le couloir pour Voilà, tenter de exactement. les... Ouais, ouais, ouais. Et donc l'idée qui est très marquée en Europe, c'est qu'il faut, enfin, voilà, vous pouvez influencer, chercher à influencer les décideurs. D'ailleurs, Bruxelles est la deuxième ville la plus euh, riche en population de lobbyistes. Je pense qu'ils sont 22 000 au dernier compte. C'est énorme. Il y a vraiment toute une industrie. Euh, donc, c'est pas interdit, mais il y a une éthique à suivre. Ouais, non, non, je comprends tout à fait. Mais maintenant, se dire, et j'aime bien la manière dont tu expliques qu'il y a un moyen d'avoir de l'influence, entre guillemets, saine, de la manière. Ouais, Mais maintenant, quand on regarde au résultat, qu'est-ce qui permet, parce qu'on peut avoir une approche, voilà, je le fais pas pour mon intérêt propre, je suis vraiment convaincu que ma cause est une cause qui fera le bien au plus grand nombre, une cause d'intérêt public. Mais maintenant, parfois, les moyens sont questionnables. Et ouais, quelle est la limite pour se dire, je ne parle pas d'aller dans la corruption ou quoi que ce soit,
mais est-ce qu'il y a quand même des leviers d'influence qui permettent à une organisation comme l'Alliance évangélique ou d'autres de vraiment se faire entendre et qu'il y ait une action, des résultats qui suivent? Parce Oui, que le monde des institutions européennes, comme d'autres mondes avec des décideurs politiques, bah, c'est le combat, c'est la guerre, et oui, c'est Machiavel, la fin justifie les oui, moyens. Tout le monde veut faire valoir ses intérêts. oui. Alors, dans ces milieux vraiment très compétitifs, très, parfois, pas très sains, pas très chrétiens, comment apporter une voix et des résultats à la Oui. fois? Ben, je dirais que ça dépend de quelques ingrédients et les ingrédients principaux. Je pense que le travail et la patience, c'est-à-dire que, j'ai- comme j'y ai fait référence tout à l'heure, il est question de relations et de qualité de relations. Donc, il s'agit vraiment d'entretenir des liens, apprendre à connaître ces hommes et ces femmes qui, euh, jour et nuit, travaillent sur des décisions qui sont parfois des très grands enjeux. Euh, Savoir ce qui les intéresse, savoir s'ils sont sensibles ou peuvent être sensibles à vos idées. Et dans ce travail et cette patience, il y a aussi l'expertise, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir apporter des arguments solides qui sont basés sur la connaissance, qui soient convaincants, euh, où, euh, où on montre qu'on s'y connaît en fait dans ce sur quoi on parle. Donc tout ça, ça compte beaucoup. En partie, il y a une question de moyens, je dirais, financiers, dans le sens où, ben voilà, être présent et entretenir des relations, ça veut dire être physiquement présent et donc avoir un bureau, avoir un logement, avoir le matériel qu'il faut pour entretenir les affaires d'un bureau, pouvoir voyager régulièrement parce que c'est nécessaire, etc. Donc il y a toutes ces conditions matérielles qui sont vraiment nécessaires et c'est un travail qui est difficile. C'est pour ça que souvent les lobbyistes, c'était pas mon cas, hein, mais souvent les lobbyistes sont très bien payés, en fait, sont payés très très cher parce que c'est vraiment un travail très compliqué et un travail euh, de haut intérêt. Donc, surtout si on est lobbyiste pour, pour des entreprises, ben, les entreprises comprennent très bien leur Non, intérêt. Donc voilà. Et puis, un autre ingrédient, c'est la grâce, la faveur et la providence de Dieu. Ça, c'est pour, pour moi, non seulement c'est théoriquement, slash théologiquement le cas, mais ça a aussi été le cas dans ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que euh, c'est un travail qui a été mené dans la prière, dans l'exercice de la foi et de l'espérance, dans l'ouverture aux situations que Dieu provoque. Et, et aussi une conscience du fait que les rencontres qu'on a sont toutes des occasions d'être témoin de l'Évangile et d'être témoin de la grâce de Jésus-Christ dans notre vie et dans la vie des personnes qu'on représente. Donc, tout ça sont des ingrédients qui font partie de cet effort de lobbying. On a une sorte de doctrine autour de ça, une façon d'opérer, une façon de travailler, et qui, pour certaines choses, nous a permis d'être une voix qui combat, par exemple, pour la régulation du marché des pierres précieuses, en parlant de ce qu'on appelle les diamants du sang. Je ne sais pas si tu connais ce Ouais. concept, hein, c'est toutes les industries d'extraction en fait, hein, de pierres précieuses. Les métaux précieux, c'est la même chose, hein, mais c'était une campagne sur les diamants du sang où là, on s'est joint à une coalition d'associations pour que des députés européens mettent la pression sur la Commission européenne, pour que la Commission européenne propose une loi, une directive, c'est le terme technique, pour encadrer plus ces industries-là qui, en fait, vendent des diamants euh, pas très loin de Bruxelles, d'où je te parle en ce moment, à Anvers. Donc voilà, ça c'était un exemple.
Un autre exemple, c'est une campagne qu'en 2015, il y a eu ce qu'on appelait la dans les médias, on appelait ça la crise migratoire. Dans les cercles politiques, on appelait ça plus la crise de l'asile et de l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse augmentation en fait, des gens qui arrivaient en Europe et qui demandaient le statut de réfugié à cause de la guerre en Syrie, à cause de guerre en Érythrée et puis d'autres endroits dans le monde. Et en fait, l'opinion publique s'est vraiment polarisée. Il y a eu une opinion assez négative à l'égard des migrants. Et la question, c'était de savoir, bon, en tant que chrétien, comment se positionner par rapport à ça, parce qu'il y a plein d'œuvres et des églises qui sont au contact de ces personnes partout en Europe. Et en même temps, il y a aussi des valeurs et des principes auxquels on touche. Et donc, c'est un travail de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire bibliquement, cette question du défi de l'accueil de l'étranger? Qu'est-ce que ça veut dire politiquement? Et quel est le cadre juridique qui existe? Et quel message est-ce qu'on peut annoncer? Et avec qui est-ce qu'on peut travailler dans la société civile? Donc, c'est une campagne que j'avais menée à l'époque en 2015, 2016, 2017. Où là, en fait, c'est une campagne qui s'est faite dans deux sens. Dans un sens à l'égard des politiques, où on a rejoint une coalition d'associations. Il y avait Oxfam ou la Croix-Rouge, ou d'autres associations, Amnesty International et d'autres pour pousser certains points de vue et aider les politiques à reconsidérer des questions par rapport à la migration, mais aussi une campagne à l'égard du grand public et du public chrétien, où parmi les chrétiens, ben, cette polarisation, elle existait aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des chrétiens qui disaient, non, ben, on ne peut pas, il faut rejeter les migrants, il faut les renvoyer à tout prix, peu importe le droit international, peu importe à peu près qui soit en danger, parce que eux nous mettent en danger. Et là, euh, après notre étude de ce que la Bible a à en dire, ben, on a développé en fait des outils pour réfléchir au sein des communautés chrétiennes à cette question-là. Voilà, ça, c'est un deuxième exemple. Et puis tu parlais de réussite. Oui, oui. Euh, j'ai un exemple qui me marque particulièrement, c'est le fait qu'on ait travaillé, j'avais mentionné les droits de l'homme et la liberté religieuse, on a Mhm. travaillé en fait depuis les origines de l'Alliance évangélique européenne, à la fin des années 1840, la première, 1840, hein, donc c'est 180 ans, quoi, hein. Euh, la toute première campagne qu'on pourrait dire de lobbying, en fait, qu'a menée l'Alliance évangélique européenne, c'était une campagne en Suède, si je me souviens bien, pour garantir la liberté religieuse. Donc, à l'époque, la Suède était un pays luthérien, officiellement luthérien. Et donc, pour être citoyen suédois, tu devais être luthérien. Et si tu n'étais pas luthérien, Et théocratie. euh, ouais, c'était un petit peu ça, hein. C'était Mhm. basé vraiment sur... C'était une monarchie confessionnelle. C'est Donc, confession. Ok. donc il fallait vraiment adhérer. Et puis, si tu n'étais pas luthérien, tu avais certains droits, mais tu n'étais pas reconnu comme un citoyen au même titre que les luthériens, les protestants luthériens. Et en fait, donc, cette campagne a été menée en faveur d'un groupe de sœurs catholiques pour que leur liberté religieuse soit reconnue. Euh, et là, on parle vraiment de l'Alliance évangélique. Donc, ce sont des Oui, non, c'est protestants qui intéressant luttaient pour le droit des pour catholiques les autres. Mhm. Non, à ne pas être protestants. Tu vois, ouais, euh, la liberté religieuse, c'est vraiment ouais, ça. c'est pour tous. Donc, si Mhm. tu crois pour toi, tu crois pour tous. Et c'est comme ça Exactement. pour tous les droits fondamentaux. Si moi, j'ai envie d'avoir la liberté d'expression, ben, il faut l'accorder à tous. Sinon, si quelqu'un n'est pas libre, moi, je ne suis pas libre non plus. En tout cas, c'est ça la conception chrétienne de la chose. Et donc, au sein de l'Alliance évangélique européenne, au début des années 2010,
On a travaillé très dur pour que l'Union européenne... Donc l'Union européenne, elle a, si tu veux, ça s'appelle pas comme ça, mais comme des ambassades un petit peu à travers le monde. Ça s'appelle des délégations à travers le monde. Et les relations que un pays X a avec l'Union européenne se passent au travers de ces ambassades. Ah, et donc ces ambassades, elles ont une influence sur les relations entre l'Union européenne et ce pays-là. Et donc on a rédigé des lignes directrices, donc des instructions de comment toutes les représentations de l'Union européenne dans le monde pourraient défendre et protéger et promouvoir la liberté religieuse religieuse. à travers le monde. Ouais. Ouais, Et donc maintenant, ça fait partie des textes officiels vraiment ça a de été l'Union intégré. européenne. Ah, Ouais, 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 tout à fait. félicitations. Ça fait Alors, une dizaine d'années. Ouais.